Bonjour pour cette nouvelle émission des Détricoteuses où Laurence Decoq et moi-même avons le plaisir d'inviter Vanessa Codaccioni, maîtresse de conférence à Paris 8. Bonjour. Bonjour Vanessa. Et une émission que nous avons intitulée Liberté, attention, danger, parce que justement dans ce contexte du débat parlementaire sur la loi anti-casseurs, nous voulions avec Vanessa, qui justement a travaillé sur la répression politique, sur les législations et les justices d'exception, réfléchir à toutes ces lois, tous ces dispositifs législatifs et leurs conséquences judiciaires qui ont pour conséquence de limiter les libertés démocratiques, de limiter les droits de manifestation, les droits de réunion, les droits d'association, les droits d'expression, et qui mettent aussi en cause l'égalité de toutes et de tous devant la loi. En effet, on voit se succéder depuis 2010 de très nombreuses lois liberticides, on assume ce terme, qui permettent sur le terrain par ailleurs une terrible criminalisation, judiciarisation des mouvements sociaux et politiques. Bon, on peut penser par exemple à la répression qui a suivi les émeutes de 2005 dans les banlieues, la répression à Bure et actuellement la criminalisation des Gilets jaunes. Évidemment, ça s'insère dans un temps long qu'on voudrait interroger aujourd'hui. Et dans un contexte donc à la fois de temps long de ces lois et en même temps d'une répression, d'une résistance plutôt qui semble se diminuer. On peut voir ces deux images en regard du vote de la loi de 1955 qui instaure l'état d'urgence dans le cadre de la guerre d'Algérie et actuellement la faible résistance en termes de vote à l'Assemblée pour la loi anti-casseurs. Donc c'est ça qu'on va interroger. Alors on va peut-être commencer par poser le sujet parce que quand on s'interroge aux lois liberticides, le plus logique, c'est d'abord de penser à des périodes non démocratiques. Alors, on ne va pas s'arrêter sur le 19e siècle, il y aurait beaucoup à dire. La terreur, ce qu'on appelle à tort la terreur, c'est quand même une des premières lois d'exception, avec un tribunal extraordinaire qui nie l'habeas corpus. Alors, je vous rappelle, l'habeas corpus, c'est finalement ce qui protège l'individu contre l'arbitraire. Des répressions féroces. Évidemment, on penserait aux empires, avec une technique de fichage très, très, très élaborée. Mais plus près de nous, c'est plutôt Vichy, en fait, à quoi on fait référence. Oui, Vichy, c'est vraiment le premier moment, c'est une matrice de l'exception, c'est-à-dire le moment où se multiplient tout un tas de mesures et de dispositifs. On peut penser évidemment à toutes les législations et les mesures antisémites. On peut en prendre deux. Les deux premières, ou deux des deux premières, 3 octobre 40, portant statut sur les Juifs, qui leur interdit l'accès à certaines professions, 4 octobre, le jour d'après, qui va instaurer l'internement des Juifs étrangers. Donc ça, c'est une première partie. Il y aurait plus de 140 mesures antisémites qui auraient été prises en 2 ans. Et puis après, il y a toutes les mesures qui visent les activistes, les communistes, les résistants, d'anciens hommes politiques, notamment de la Troisième République. Et là, il y a une série de juridictions d'exception, de tribunaux d'exception, pour les condamner fermement, les juger plus rapidement, leur nier le droit de la défense. Il y a des cours martiales, des sections spéciales, la cour de Riom, le tribunal d'État, enfin une pléthore de juridictions d'exception qui vont conduire à de nombreuses exécutions. Alors là, on est dans un régime non démocratique. Oui. Mais dans un régime démocratique, enfin dans deux même, la 4e et la 5e République, mais dans une période particulière qui est celle de la guerre d'Algérie, on va avoir un autre grand moment de législation liberticide, donc autour des lois de 55 et par la suite. La fameuse loi de 55 dont on a vu le vote tout à l'heure, effectivement, période très complexe, parce que tu dis guerre d'Algérie, mais à l'époque, évidemment, le terme de guerre n'est pas assumé comme tel, et pourtant, depuis le 1er novembre 54, les attentats du FLN se multiplient, le régime ne sait pas comment y répondre, le droit semble ne pas suffire, en tout cas c'est l'idée qui commence à monter, l'insuffisance des moyens de droit. On sait aussi qu'une réponse militaire, un état de siège, serait reconnaître un état de guerre, donc grosse complexité. Et en même temps qu'on a besoin d'avoir des autres moyens, en tout cas disent-ils, pour traquer le FLN, pour des services secrets, pour aller essayer de comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne, et pour contrôler l'espace, pour contrôler les individus, d'où effectivement l'instauration de l'état d'urgence, qui permet de transférer à l'administratif, donc au préfet, les pouvoirs, qui sont des pouvoirs absolument énormes, d'interdire des lieux, d'annuler des événements publics, des événements sportifs, des événements culturels, de contrôler ce qui est écrit, de contrôler ce qui est dit, etc. Et on a en effet cette première matrice d'état d'urgence qui sera reprise, on va le voir, et qui s'instaure à ce moment-là en 55. Alors,
Ensuite, donc, hors de ces deux périodes à la fois matricielles, très importantes, souvent citées et particulières, ces deux périodes de guerre, en fait, on se rend compte qu'en moment de paix et en régime démocratique, on a toute une série de lois qui vont limiter les libertés fondamentales. Je vais juste en faire la liste et on y reviendra après dans le cours de l'émission. Alors, on peut commencer avec les lois dites scélérates de 1893 et 1894, dont on voit là une image, qui sont des lois contre les anarchistes. Ensuite, donc, on a Vichy et la guerre d'Algérie quand on en a parlé, et ensuite la création de la Cour de sûreté de l'État sur laquelle tu as travaillé et sur laquelle on reviendra. Passons ensuite à la loi anti-casseurs de 1970, la première loi anti-casseurs, ici critiquée dans cette une de Harakiri. On a encore plusieurs applications de l'état d'urgence, reprises de l'état d'urgence, en 85 en Nouvelle-Calédonie et en 2005 dans 20 villes de banlieue. On voit là cette une dramatique de Paris Match qui annonce l'état d'urgence dans les banlieues. Loi antiterroriste de 1986. Et puis l'arsenal ne cesse de se renforcer depuis une grosse décennie. Loi anti-bande de 2010, nouvel état d'urgence instauré en 2015. On voit ici une image de manifestation en opposition contre cette loi d'état d'urgence et la déchéance de nationalité qui y était au départ attachée. Elle est donc pérennisée dans le droit commun depuis 2017. La loi renseignement, nous voyons la valse lors d'une conférence de presse qui présente ce projet de loi qui a suscité un certain nombre de manifestations comme on voit dans cette image, mais qui est quand même passée. La loi l'arrivée de 2016 contre le hooliganisme et donc plus récemment, on le voit avec cette une de Libération, la loi anti-casseurs de Castagnère. Donc toutes ces lois, en fait, on peut se demander pourquoi des régimes démocratiques ont pris ces mesures attentatoires aux libertés et surtout comment l'ont-ils justifié, justement, parce qu'ils sont démocratiques, comment prendre des mesures qui l'ont fait. Alors Vanessa, tu as travaillé sur ces questions et tu dis que d'un dispositif à l'autre, d'une loi à l'autre, en fait, c'est toujours les mêmes justifications. Toujours les mêmes justifications. On retrouve la première justification qui est celle de présenter la menace, la situation comme nouvelle, totalement inédite. Alors effectivement, les politiques sécuritaires ou même l'antiterrorisme s'adaptent aux évolutions des formes de lutte. Il y a une forme de lutte, une lutte, elle évolue, des modalités d'action évoluent et même les passages à l'acte terroriste évoluent en fonction des nouvelles technologies, des objectifs des individus, etc. Donc il y a bien une adaptation du système répressif, une évolution. En même temps, l'argument de la nouveauté est vraiment un argument politique. C'est quoi l'intérêt de dire qu'une menace elle est nouvelle? Si une menace est nouvelle, eh bien, il faut de nouvelles mesures pour y faire face. Et là, dans l'histoire, on a une pléthore d'exemples. En réalité, toutes les menaces sont toujours décrites comme inédites, en France, mais aussi à l'étranger. Et là, je prends l'exemple de la Cour de sûreté de l'État que tu as évoqué en 1963. Alors, c'est un tribunal militaire, mais ce n'est pas qu'un tribunal militaire. C'est un tribunal qui va autoriser d'autres dispositifs d'exception très graves, policiers, carcéraux. Par exemple, la possibilité d'être détenu de manière illimitée, une garde à vue de 15 jours, être arrêté, perquisitionné de nuit, etc. Comment va-t-on justifier ce tribunal militaire qui va durer de 63 à 80, c'est-à-dire pendant 18 ans, par la nouveauté du terrorisme de l'OAS? Donc la nouveauté du terrorisme de l'extrême droite qui va être considéré comme totalement inédit, voilà, dans son caractère de subversion. Voilà, parce qu'en fait, il faut convaincre l'opinion publique, il faut aussi convaincre les députés de la voter vite. On va voir là un extrait aussi assez savoureux de Pasqua, ne pas oublier Charles Pasqua, à la veille justement du vote des lois antiterroristes de 86, et écoutez ce qu'il dit. Je crois tout d'abord qu'il a manqué aux autorités françaises la prise de conscience en temps utile de ce que représentait réellement comme danger pour notre pays ce qui s'était mis en route. Voilà, donc on voit bien qu'il l'a justifié en disant que enfin on n'a pas suffisamment pris conscience en temps utile du danger qu'il pouvait y avoir. Ouais, puis c'est la même chose sur les lois scélérates contre les anarchistes en 93-94. Donc elles sont prises dans un contexte d'attentat anarchiste ils sont assez retentissants, une bombe directement dans l'hémicycle, 9 décembre 93 et 24 juin 94, l'assassinat du président de la République. Donc on imagine le choc. La première loi, elle est votée quelques jours après que l'on ait nettoyer l'hémicycle des effets de la bombe, et la seconde dans les jours qui suivent la mort du président Sani Cardo. Donc vraiment, c'est dans ces contextes, et on joue du choc pour les faire passer. C'est ça. On joue du choc pour les faire passer, donc c'est-à-dire on va insister sur le caractère urgent, et en même temps, à l'urgence rhétorique, va s'ajouter une urgence législative. Ouais. Et ça, c'est des procédés extrêmement inquiétants qui rajoutent au caractère liberticide, et qui en réalité, le gouvernement va faire une procédure accélérée
à l'Assemblée nationale et au Sénat pour que les lois soient votées plus rapidement. On réduit le débat aux assemblées s'il y a trop de protestations pour éviter justement qu'on débatte trop, qu'on dénonce trop. Ça va être le cas par exemple de l'état d'urgence en 2015 ou de la loi très grave de 2017 qui a pérennisé, comme tu l'as dit, l'état d'urgence, qui a mis certains dispositifs dans le droit commun, perquisition, assignation à résidence, périmètre de sécurité. Cette loi-là, elle a été votée en accéléré à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais on passe quand même par le législatif, parce que ça pourrait ne passer que par l'exécutif. Pourquoi il y a ce besoin de passer par le législatif? Alors ça, c'est tout à fait classique et c'est très intéressant. Avant, l'exception, elle était décidée par le roi. Ouais. Aujourd'hui, l'exception, le socle de l'exception, le vecteur de l'exception, c'est le Parlement. On le retrouve en France, mais aussi à l'étranger, notamment aux États-Unis avec le Patriot Act, des choses comme ça. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que le Parlement, ça va donner une légitimité démocratique aux lois liberticides et aux lois d'exception. Ce sont les représentants de la nation qui l'ont voté. Donc, tout de suite, ça donne une légitimité démocratique. Deuxième raison, et plus grave, on pourrait dire, c'est que si un dispositif est voté par le Parlement et le Sénat, ça l'inscrit dans la loi, le droit, et donc ça va durer dans le temps. Ouais, c'est pour ça qu'on verra plus tard que ça va être Tout à fait. repris. Alors, dans ce que tu montres, on a l'impression, et moi je le vois pour les lois scélérates, c'est que c'est toujours au début une cible précise. Donc, pour les lois scélérates, c'est les anarchistes. Par exemple, pour la loi à l'arrivée, c'est les hooligans, mais c'est vrai pour les autres aussi. C'est vrai pour les autres aussi. La Cour de sûreté de l'État, c'est l'extrême droite. La loi anti-casseurs, c'est les Mao. Enfin, il y a toujours une cible précise qui va justifier. Ce sont les éléments incontrôlés, s'il te plaît. Éléments incontrôlés, très bien. Oui, mais c'est vague, justement, éléments incontrôlés. On peut rajouter incendiaire, je sais plus trop. Là, c'est les casseurs. Là, en ce moment, c'est les casseurs. C'est ça. Donc c'est des lois ciblées, tout à fait. Et donc discriminatoires. C'est discriminatoire, c'est-à-dire que ça va viser, comme le disait Michel Foucault, à mettre certaines personnes en état d'infériorité juridique ou en état de moindre droit. On isole une petite partie de la population et on lui retire certains droits, de manifester, de s'exprimer, d'avoir droit à un avocat ou en tout cas d'être défendu de manière équitable. Le droit de passer devant un juge indépendant. Et tout ça, on va le rogner pour une petite partie de la population, en tout cas au départ. Mais l'idée, c'est ce qu'ils disent, en fait, c'est qu'il faut séparer le bon grain de livret. Enfin, pour les supporters, les hooligans des bons supporters, pour les casseurs, les mauvais casseurs des gentils manifestants, etc. Et alors, par ailleurs, on a l'impression, en tout cas pour les lois d'état d'urgence, c'est clair qu'au début, ça vise les marges. Donc les dom-toms. On a vu par exemple le cas de 55 avec, alors marge, les colonies, hein, et ça se retrouve effectivement dans l'outre-mer. Alors plutôt tom que dom d'ailleurs. Nouvelle-Calédonie en 85, alors on est en période où c'est particulièrement chaud à ce moment-là, hein, depuis 84, depuis fin 84. Il y a des tensions extrêmement fortes entre les indépendantistes et les Français. Et puis il y a le meurtre en janvier d'un jeune homme qui met le feu aux poudres et qui aboutit au meurtre aussi de deux leaders indépendantistes qui sont tués par la police. Et alors là, ça met véritablement la Nouvelle-Calédonie à feu et à sang, voilà. Et donc la réponse est une réponse d'état d'urgence. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que ça ne sert strictement à rien, c'est-à-dire qu'en réalité, ça continue, c'est extrêmement chaud, c'est même de plus en plus violent, et il faut en fait un règlement qui soit un règlement négocié, en fait, une négociation de l'instauration du référendum, etc. Et puis il y en a un autre en 86 à Wallis et Futuna et un autre aussi dans une partie de la Polynésie. Donc on voit bien que c'est effectivement un outil qui est utilisé assez fréquemment dans les marges, comme test. Et puis donc 2005, dans les 20 villes de banlieue, dans le contexte des émeutes de 2005. Alors là, avec quelque chose d'absolument effarant, hein. En 2005, c'est curieux cette année-là, parce qu'on est en plein dans les débats sur la mémoire coloniale en 2005. C'est vraiment une année clé là-dessus. Et il se trouve que pour répondre aux révoltes des banlieues populaires, Chirac décide de réactiver ce fameux état d'urgence de 1955, c'est-à-dire la réactivation d'une loi coloniale. Alors Sylvie Thénault, qui a travaillé sur cette question-là et qui a vraiment travaillé justement ce continuum entre 55 et 2005, a montré que c'est pas simplement un héritage colonial, c'est aussi un héritage républicain, hein, dit-elle, voilà, de la répression dans la République. Mais enfin, de fait, se dire qu'au moment où l'immigration postcoloniale s'interroge dans ses relations avec l'héritage colonial, réactiver cette loi était quand même particulièrement éloquent. Alors, il y a d'un point, pour rester toujours dans le pourquoi et le comment, hein, qui me marque en lisant ce que tu as écrit, en t'écoutant, c'est qu'une des autres caractéristiques de ces lois, c'est qu'en fait, on sort tout du domaine judiciaire aussi. C'est-à-dire qu'on confie à l'administration, à la police, des pouvoirs
complètement hors de contrôle du juge. C'est net, par exemple, moi j'ai un peu regardé la loi à l'arrivée, c'est désormais le préfet qui donne des interdictions administratives de stade. C'est plus le juge. C'est pareil dans les autres cas? C'est pareil dans les autres cas. En fait, le pouvoir politique en matière de répression a toujours eu besoin de la justice, mais s'est toujours beaucoup méfié de la justice et a toujours voulu rogner sur la neutralité et l'indépendance de la justice. Comment est-ce qu'on fait quand on a peur de la justice et quand on veut une justice aux ordres? Soit on essaie de la soumettre, c'est le cas des tribunaux d'exception par exemple, soit on la contourne. Les politiques sécuritaires, et d'autant plus les politiques antiterroristes aujourd'hui, visent à contourner l'autorité judiciaire et à donner de plus en plus de pouvoir à d'autres acteurs, la police, les services de renseignement, extrêmement importants aujourd'hui, et puis ce qu'on voit très bien avec ce que tu décris, mais aussi avec les lois d'état d'urgence et sa pérennisation dans le droit commun, mais ce qu'on voit aussi avec la loi anti-casseurs, le rôle prépondérant de l'administration et donc du préfet dans la répression. Ce n'est plus le juge qui est au cœur de la répression aujourd'hui, c'est l'administration et le préfet. Et ça, c'est plus inquiétant puisque le préfet, à la différence du juge, découle directement du ministère de l'Intérieur. Ça, c'est vraiment le point clé que l'on retrouve là dans les débats contemporains. Qu'on retrouve là, très nettement. Alors, maintenant, essayons de voir un peu concrètement. Là, on a vu plutôt les justifications. On va voir que dans l'application, d'abord, il y a des applications immédiates et après, il y a des effets pervers assez évidents. Alors, d'abord, immédiatement dans l'application sur les cibles, puisqu'on a vu qu'au début, il y a des cibles. On a donc une série d'arrestations, de procès, de condamnations. C'est ça. Moi, j'avais été très frappée quand j'avais travaillé sur les dissolutions, par exemple, en 68, de voir que le général de Gaulle va dissoudre une douzaine d'organisations d'extrême gauche. Ce sont des milliers de manifestants qui sont en fait surveillés, arrêtés, mis en garde à vue, etc. Quand la Cour de sûreté de l'État est créée, on va arrêter 2500 personnes en 2 ans et juger 2500 activistes en 2 ans. Ce sont des activistes d'extrême droite, mais ensuite on le verra, ce sera d'autres personnes. Sur l'état d'urgence, on a eu 700 assignations à résidence entre 2015 et 2017. Et il ne faut surtout pas oublier, par exemple, quelque chose qui me semble extrêmement important, surtout dans le contexte de la loi anti-casseurs aujourd'hui, 450 interdictions de séjour, c'est-à-dire interdiction de manifester. Donc on voit qu'il y a toujours des effets immédiats et puissants, en fait. Avec un élargissement des cibles. Avec la loi anti-casseurs, c'est aussi ce qui a permis la répression des premiers grands mouvements antinucléaires, par exemple, à Crémalville. C'est au nom de cette loi-là, aussi des syndicalistes, des paysans. Donc, effectivement, c'est ce que tu disais, ça s'installe dans le droit, donc on peut réactiver à n'importe quel moment pour des cibles qui ne sont plus les cibles initiales. Moi, sur le cas le plus vraiment impressionnant, c'est le cas de la Cour de sûreté. On va voir les images défiler. C'est donc une juridiction qui a été créée pour l'extrême droite et qui s'est appliquée dès 68, très bizarrement, aux militants de mai 68, puis à la gauche prolétarienne maoïste, puis aux indépendantistes corses, basques, bretons, puis à Action Directe. Donc on a l'exemple type d'un dispositif répressif pris officiellement pour lutter contre l'extrême droite et en réalité qui va s'appliquer très rapidement à l'extrême gauche et aux indépendantistes. Mais l'inverse est vrai aussi parce que l'association de malfaiteurs qui est créée pour les anarchistes, contre les anarchistes dans les années 93-94 du 19e siècle, n'a de cesse d'être réactivée. Alors l'association de malfaiteurs, à mon avis, c'est vraiment le fil, c'est quelque chose d'extrêmement important pour comprendre la criminalisation du militantisme, de l'activisme, etc. Créée au 19e siècle pour lutter contre l'anarchisme, tombe un peu dans l'oubli, et réactivée pendant la guerre d'Algérie pour lutter contre l'indépendantisme du FLN et les soutiens aux indépendantistes, et ensuite, tout au long de la Ve République, va être utilisée contre tout un tas de groupes, notamment d'extrême gauche. Je pense à des manifestants en juin 68, je pense à des maoïstes, je pense aux indépendantistes, je pense à Action Directe, et je pense aujourd'hui à Tarnac. Tarnac. Bure aussi. Bure. Avec beaucoup de procédures d'association de malfaiteurs, à des militants dits de l'ultra-gauche à Rennes, avec cette spécificité aujourd'hui, c'est qu'on a une association de malfaiteurs simple, c'est 10 ans de prison, et l'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste qui est encore plus grave et qui avait été au départ appliquée aux membres du groupe dit Tarnac. Non, puis on a en plus des dispositifs en amont, on a des arrestations préventives, on a des assignations à résidence. C'est pas simplement une fois que les actes ont été faits, on arrête les gens parce que l'on suppose qu'ils pourraient commettre des actes, en fait, juste pour leurs idées au bout du compte. Oui, alors ça c'est quelque chose qui a toujours existé. Le pouvoir a toujours voulu réprimer avant. C'est-à-dire empêcher les gens de faire quelque chose, de manifester, d'exprimer une idée. Mais ce n'était pas totalement massif.
Aujourd'hui, la répression, elle est avant tout préventive. L'idée, c'est plus de réagir, c'est d'empêcher les gens de manifester, d'exprimer des choses. C'est ce qu'on voit très bien avec les différentes lois d'état d'urgence, mais c'est ce qu'on voit surtout avec la loi anti-casseurs actuelle, où en réalité, on va pouvoir interdire des gens de manifester. Donc c'est avant. Et ça, c'est le socle de la lutte antiterroriste, l'aspect préventif de la répression, qui va s'appliquer de plus en plus à d'autres sphères, et notamment à la répression du militantisme. Oui, et puis aussi un élargissement au nom de la responsabilité collective. C'est-à-dire qu'il y a la question de l'anticipation et il y a la question de la responsabilité collective. La loi anti-casseurs de 70, par exemple, elle a un article qui est absolument incroyable, qui est le fameux article 314, voilà, qui dit expressément que si on est là, voilà, on est là, le simple fait d'être là et de ne pas s'opposer à ce qui se passe nous rend complices de ce qui a lieu. Et donc, les chercheurs... Les manifestants, quand ils sont là ils sont là. Les casseurs, c'est leur faute. Même si c'est une bombe lacrymo qui pète une vitrine, si on est là et si on est pris avec, on risque de subir les conséquences. Avec un moment assez savoureux, si j'ose dire, 1980, il y a un concert à Nice des Stray Girls, et il y a dans le concert, il y a des problèmes de générateurs, en fait l'électricité ça se passe pas bien, et donc ça provoque une émeute dans le public. Parce que c'est dans une université et le président d'université veut pas changer le générateur. Et en fait, il y a une émeute et c'est les membres du groupe, les Stranglers, qui sont arrêtés. Qui sont arrêtés et qui sont considérés donc comme responsables au nom de cette loi anti-casseurs de 70. Et en fait, ce que disent les juristes, c'est que cet article 314, couplé en plus à la notion de flagrant délit, fait que ça a fait exploser en fait le nombre d'arrestations. Bien sûr. C'est aussi pour faire peur, ce principe de responsabilité collective. C'est-à-dire, c'est tout le discours qu'on a entendu au mouvement des Gilets jaunes par notamment Castaner. C'est de dire, si vous participez à des manifestations où il y a eu des violences, sachez que vous serez responsable. Édouard Philippe avait aussi dit qu'il voulait réinstaurer dans la loi le principe de la loi anti-casseurs, qui était de la responsabilité collective pécuniaire. Tout le monde paye pour les dégâts commis, même si on n'y a pas participé. Là, je crois que ça s'est quand même un peu atténué dans la loi. Mais en fait, il y a toujours cet esprit que tout le monde doit payer et que donc ça agit comme une menace. C'est pour faire peur aux gens, pour qu'ils n'y aillent pas, pour qu'ils ne manifestent pas. Oui, puis des fois, on est arrêté pour des trucs et même jugé pour des trucs complètement dingues. Là, j'ai vu pour Bure, dans la réaction des opposants à l'enfouissement des déchets radioactifs, il y a une femme qui a fait 15 heures de garde à vue pour avoir dessiné des coquelicots sur la voie publique avec de la peinture à l'eau. Pas mal, 15 heures de garde à vue. Et il y a beaucoup de cas comme ça. Et l'impression que j'ai aussi, c'est que, en plus, comme elles existent, ces lois, en fait, ça renforce et ça légitime les dérives de certaines institutions, donc la police évidemment, et de certaines parties du corps social, parce qu'en fait, on lâche un peu les chiens d'une certaine façon. Alors, si on rajoute à ça toutes les législations qui favorisent la police et la violence policière, on aboutit à quelque chose de très dangereux. Et ce que tu disais, ce que montre cette émission aussi, c'est que toutes ces lois dont on parle, sauf la loi anti-casseurs, mais qui est ressurgie après, elles sont toujours là. Donc en fait, elles s'empilent les unes les autres. On a un appareil répressif, sécuritaire, monstrueux. Qui est inédit en France. Alors, il y a beaucoup de pays qui ont eu des législations extrêmement dures et liberticides. On pense à l'Italie des années de plomb, on pense à l'Allemagne au moment de la RAF, on pense aux États-Unis avec le Patriot Act et tous les dispositifs de surveillance dénoncés par Snowden. Donc tous les pays. Mais nous, on est vraiment champions dans les dispositifs dérogatoires au droit commun. Et annoncés comme tels et mis dans la loi et qui durent surtout. Alors, il y a quand même un peu de résistance, on va essayer de se remonter un peu le moral. Des résistances évidemment au nom de la garantie des lois fondamentales, des libertés, il y a toujours des associations pour lutter, la LDH notamment. Par exemple, on peut citer Jaurès, un des premiers discours de résistance, il y en a au XIXe siècle, mais en commençant dans le cadre qu'a été le nôtre, qui dit à la Chambre, on est en avril 94, et qui, face aux lois scélérates, dit « Vous aurez installé dans ce pays, et ce que tu viens de dire le montre bien, vous aurez installé dans ce pays la plus étrange tyrannée qu'on ait pu rêver. » On a aussi un grand article de Francis de Pressensé, qui est le directeur de la LDH dans la Revue Blanche en 98, où tout est pointé. La dangerosité du dispositif, on peut le voir dans l'extrait là qui s'affiche, la rapidité du vote, et ce que l'on a montré, à savoir cette extension finalement du domaine d'application qui outrepasse les cibles initiales. Je cite Pressensé, hier c'était les anarchistes,
les socialistes révolutionnaires ont été indirectement visés. Les socialistes révolutionnaires, à l'époque, c'est Jaurès. Qui sait si demain, les simples républicains ne tomberont pas, eux aussi, sous le coup de ces lois. Donc, ils voient vraiment tout ça. Mais il y a d'autres exemples plus récents de résistance. Alors, plus récent, moi, j'avais été frappée de lire le coup d'État permanent de François Mitterrand, qui, en fait, reprend en partie des discours que François Mitterrand a prononcés à l'Assemblée nationale en janvier 63 contre la Cour de sûreté de l'État, ce tribunal d'exception que François Mitterrand prend comme l'exemple type de la dictature du régime gaulliste. Et il va dénoncer tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire l'urgence à agir, etc., mais surtout ce discours de « le droit commun ne suffit pas pour juger les ennemis intérieurs ». Et toute une partie du coup d'État permanent est une dénonciation des législations d'exception, ce qui explique que François Mitterrand, quand il va arriver au pouvoir avec Badinter, va supprimer deux choses. Un, la loi anti-casseurs. Deux, la Cour de sûreté de l'État. C'est l'un de ses grands chevals de bataille. Oui, ça a été vraiment un cheval électoral. On va l'écouter là, justement au moment de la loi, de la loi anti-casseurs, donc Mitterrand, et qui reprend ce que tu dis, c'est-à-dire effectivement, il existe déjà dans le droit commun de quoi lutter contre. Et vous allez, dit-il, élargir le cercle des ennemis. Nos lois, notre code pénal permettent de répondre à cette question. En vérité, le gouvernement a saisi l'occasion, comme s'il avait voulu profiter des circonstances, pour élargir incroyablement la délinquance possible. C'est ainsi que, en fait, il interdit désormais le droit de manifester, le droit de se réunir. En vérité, le gouvernement fait une loi de police. Alors, par ailleurs, on a même aujourd'hui la droite qui s'inquiète de la loi anti-casseurs. Petit extrait de la réaction de Charles de Courson, qui est un député Les Républicains, et qui pointe lui aussi les dangers de ces lois qui, dans les mains, puisque comme on l'a dit, elles durent, dans les mains d'un pouvoir d'extrême droite, se révélerait un terrible danger. On écoute aussi. Mais où sommes-nous, chers collègues ? Mais c'est la dérive complète. On se croit revenu sous le régime de Vichy. Mais oui, mes chers collègues. Oui, je dis bien le régime de Vichy. Mais oui, vous êtes présumé, par votre attitude, vous êtes présumé être résistant, donc on vous entôle. Voilà, par l'autorité administrative. Mais où sommes-nous? Mais réveillez-vous, mes chers collègues. Alors, il faut absolument voter les amendements de suppression. Et l'amendement du gouvernement, j'en dirai un petit mot. Non, c'est pas du violon, chère madame. Parce que le jour où vous aurez un gouvernement différent, vous verrez. Et quand vous serez dans l'opposition avec une droite extrême au pouvoir, vous verrez, mes chers collègues. Alors, c'est une pure folie que de voter ce texte. Une pure folie. Alors, réveillez-vous, y compris les nombreux collègues de la majorité qui ne partagent absolument pas cette position et qui savent que c'est une folie que de voter cela. Alors par ailleurs, on a des manifestations. C'est exceptionnel, je ne suis pas certaine qu'on ait déjà passé quelqu'un de l'UDI dans cette émission. Non, mais ça nous arrive. Alors, il y a des résistances aussi dans l'opinion publique. On a montré au tout début de l'émission un certain nombre d'images de manifestations, que ce soit dans la rue, dans les stades. Les stades ont beaucoup réagi à la loi à l'arrivée. On a par exemple ce pochoir aussi, pour votre sécurité, nous allons limiter vos libertés. En fait, malgré tout, ça tend à s'atténuer un petit peu. Et puis on l'a vu, politiquement, il y en a quand même de moins en moins. En termes de vote, c'est assez net. Alors, on pourrait dire que c'est un effet du fait que ces lois sont ciblées au départ. Et d'ailleurs, ce que disent plus tard, donc les gens ne se sentent pas concernés parce qu'ils sont ciblés. On pense par exemple au poème de Martin. Moi, je ne prononce pas bien l'allemand. Toi, tu prononces mieux l'allemand. Niemöller, voilà, heureusement que tu es là. Qui dit quand les nazis sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, quand les nazis, voilà. Mais il y a plus précisément, actuellement, il y a des raisons plus nettes qui expliquent cet abaissement de l'intolérance aux lois liberticides. Il y a plusieurs raisons, mais l'une des raisons principales, c'est que les politiques sécuritaires, ou comme les politiques antiterroristes aujourd'hui, c'est un piège. C'est un piège parce que ça va attiser les peurs des citoyennes et des citoyens qui ont déjà légitimement peur des attentats, par exemple, etc. Donc ils vont attiser ces peurs, jouer sur ces peurs. Et en réalité, ils vont faire croire aux citoyennes et citoyens que ces derniers ne seront jamais visés par les lois qui sont votées. On va leur dire, ça ne vous concerne pas. Vous. Si vous vous tenez correctement, après tout, il n'y a aucune raison. Et du coup, on a tout un discours de la population qui est
Moi, j'ai rien fait. Je ne me sens pas concernée. Donc, ça sera pour les autres, les criminels, les délinquants, les terroristes. Sauf qu'on a... Je n'étais pas communiste, donc je n'ai pas bougé. Et donc, tout ça est particulièrement faux, surtout si on regarde par exemple la loi renseignement, qui en réalité, tout le monde peut être surveillé, par exemple. Bon. Donc, ce discours-là, il va toucher la population. Donc, finalement, le gouvernement, c'est malheureux de le dire, mais s'appuie sur une grande partie de la population qui est assez demandeuse de politique sécuritaire. Bon. Surtout qu'on lui fait peur par la presse. Il y a ce que je dis, il y a un usage politique de la peur, des chiffres du crime, de la délinquance, des actes terroristes qui va Quand on voit les s'alimenter. unes des journaux au moment de 2005, on a l'impression que vraiment, en telle situation, et puis l'état d'urgence est toujours présenté dans des images de feu. Oui, et même quand on est maman de lycéenne ou lycéen aujourd'hui, on a du mal à les laisser aller aux manifs, alors que voilà, c'est effectivement, à la fois on leur tient le discours de c'est un droit, et en même temps on se dit on préférerait que le gaz ça tombe sur un autre, quoi. C'est terrible, hein, ça met dans des postures absolument, enfin dans des tensions absolument terribles. Deuxième raison, qui implique directement la gauche en France, c'est que la gauche française s'est ralliée à l'idéologie sécuritaire à la fin des années 90. Oui, parce que toutes les lois qu'on a citées, c'est Hollande-Valls. Hein. Les dernières, c'est Hollande-Valls. Mais en réalité, ce qu'on observe notamment en matière antiterroriste, avec les effets qu'on sait sur la criminalisation des mouvements sociaux, c'est qu'en fait, la gauche et la droite, finalement, proposent le même type de loi de liberticide et sécuritaire, et les votent. Hein. Donc il y a des propositions de droite, de gauche, la droite vote, la gauche vote. Donc il y a une indistinction progressive. Hein. Même s'il ne faut pas trop caricaturer, la gauche a une grosse responsabilité dans le vote de ces législations. Et puis il y a une troisième et dernière raison, et là on ne peut pas y faire grand-chose. En tout cas pour le moment, c'est vraiment un vrai problème au cœur de nos institutions, c'est le fait majoritaire sous la Ve République. C'est quoi le fait majoritaire? C'est que le président de la République disposera quasiment toujours, à moins de dissoudre et de faire une bêtise, d'une majorité à l'Assemblée nationale. Donc quand un gouvernement veut faire passer une loi liberticide, il sait que sa majorité va la voter. Ce qui fait que toutes les lois dont on a parlé ont toutes été votées sans problème, et les prochaines seront votées sans problème, du moment qu'il y a une majorité à l'Assemblée nationale, une discipline parlementaire qui fait que, mon Dieu, quelqu'un s'est opposé à la loi, il va être exclu du groupe. Il va être exclu du groupe. Et ça, c'est un problème constitutionnel. Alors, on est en fin d'émission, donc on va conclure, même si on a parlé de la résistance sur des notes un peu inquiètes, hein, parce qu'on a bien vu que, alors que toute la justification, c'est séparer le bon grain de l'ivraie, en fait, c'est des logiques d'amalgame et un vrai danger pour les libertés, d'où le titre qu'on a choisi toutes les trois pour l'émission. Qu'est-ce que vous voulez rajouter en conclusion ? Oui, c'est-à-dire qu'à la fois on a parlé de l'idée de résistance, en même temps il faut bien admettre que cette résistance elle s'étiole, que la résistance elle-même fait peur. C'est-à-dire que voilà, on est aussi dans une criminalisation de la résistance, qui est quand même un truc qui est donc assez intenable. Moi, je voulais évidemment terminer sur les questions éducatives, comme j'ai l'habitude de le faire, pour dire que cette question justement de la démocratie, ou en tout cas de l'absence de liberté au sein de la démocratie, elle touche aussi l'institution scolaire, que l'éducation à la sécurité devient de plus en plus une éducation à la peur et une éducation à l'identification d'une sorte d'ennemi intérieur. Les exercices de sécurité qui, évidemment, là aussi nous mettent en tension, parce que bien entendu que c'est insupportable d'imaginer qu'un acte terroriste touche une école, mais qu'en même temps, au lieu de s'accompagner de discours justement sur le droit, sur la paix, s'accompagne d'un discours qui est extrêmement anxiogène, avec des dérives qu'on a vues, par exemple le fait de simuler des intrusions dans une école maternelle ou primaire sans prévenir les enfants qu'il s'agit d'une simulation. Donc on arrive à des choses, l'état des gamins. Voilà, donc on arrive à des choses qui inversent en fait, selon moi, le paradigme de l'école. Alors j'ai toujours trouvé un petit peu gnangnan le vivre ensemble. Enfin, le vivre ensemble, ça reste quand même beau. Donc quitte à ce que ce soit gnangnan, on va quand même le réaffirmer comme un pare-feu face à ce qui nous est montré comme de la nécessité. Moi, je suis toujours très pessimiste, en fait. Je suis assez pessimiste et je suis un peu désespérée de toutes ces lois qu'on vote, que les députés votent sans même prendre la peine de réfléchir à déjà ce qui existe déjà, à ces arguments fallacieux de le droit commun est incapable de faire face à certaines menaces. Et puis voilà, je suis assez inquiète en fait, et je me dis effectivement, moi ce qui me fait vraiment peur, c'est si un gouvernement encore plus mal intentionné, si c'est possible, et c'est quand même possible, arrive au pouvoir, il y a un arsenal à disposition d'une violence inouïe. Qui est abyssale.
Moi, je voudrais juste terminer en rappelant que la sécurité n'est pas un des droits de l'homme, Non. que le droit de l'homme, c'est la sûreté, Tout à fait. et que dans la sûreté, il y a effectivement la protection des biens et des personnes, mais il y a la résistance face à l'arbitraire de la justice. Et donc, quand on fait passer la sécurité avant la sûreté, en fait, on tue le droit de sûreté qui est le droit de l'homme. Alors, on va juste donner pour finir une petite bibliographie. Donc, évidemment, tes 2 livres, Vanessa, qui sont absolument dans Plus que nécessaire. Plus que nécessaire, donc de Vanessa Codaccioni. Le premier, Justice d'exception, l'État face aux crimes politiques et terroristes. Et le second, Apparaître, répression, l'État face à la contestation politique. Alors on pourra rajouter aussi sur la guerre d'Algérie les livres, mais particulièrement le livre de Sylvie Thénault, Une drôle de justice. Merci et à la prochaine fois. Merci Vanessa. Merci Vanessa. Merci à vous.